Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un petit peu fort. On peut régler un petit peu moins fort. Donc nous allons commencer cette séance en procédant à l'appel des conseillers municipaux. Donc Madame Baudry, Monique, Madame Beaujeau-Garot, Monsieur Charles Berdol, Madame Bézia est absente et a donné son pouvoir au maire. Monsieur Michel Biret, Monsieur Hervé Boisjol, Madame Bonnet-Martine, Monsieur Stéphane Bouillot, Madame Marie-Christine Boutin est absente, elle a donné son pouvoir à Monsieur Augbon. Madame Boutin a le pouvoir. Madame Dominique Chartier, Monsieur Adrien Dombal est absent. Monsieur Thierry Drouin, merci. Monsieur Gino Fillonneau est absent, a donné son pouvoir à Monsieur Biret. Monsieur Fourage, Hugues Fourage est absent, a donné son pouvoir à Madame Villemot. Madame Leslie Gaillard, elle va arriver. Monsieur Bernard Garon, Monsieur Hubert Gingue, merci. Monsieur Ludovic Augbon, présent. Dallaire Jean-Michel, présent. Ghislaine Légeron, présent. Monsieur Macor est absent, a donné son pouvoir à Monsieur Mettet. Ariel Memeteau, Pierre-André Mettet, Philippe Mignet, Annette Moreton, Michel Naudet, Monsieur Pétorin Jean-Pierre, Claudine Plaire, Christelle Roussillon est absente, a donné son pouvoir à Monsieur Hubert Gingue. Christelle Trudeau, Verdon Sébastien, Denise Vincent est absente. Madame Isabelle Villemot est présente. Et Madame Leslie Gaillard est donc considérée comme présente. Donc, aujourd'hui, nous avons 11 rapports à examiner et nous avons une question orale qui a été posée par Madame Dominique Chartier. Donc, je vais vous demander donc de désigner un secrétaire de séance et on va le faire en tenant compte du tableau du conseil municipal. Donc, théoriquement, c'était Madame Marie-Christine Boutin, comme elle est absente. C'est Madame Dominique Chartier que je propose. Donc, vous en êtes tous d'accord? Merci. Donc, nous allons voir le rapport numéro 1, décision prise par le maire par délégation du conseil municipal. Je vais me demander à Monsieur Augbon d'en faire lecture. Merci, Monsieur le maire. Donc, décision prise par le maire par délégation. Donc, vous avez, comme à chaque conseil, donc 11 dossiers qui ont été déposés concernant le droit de préemption urbain entre le 22 mars et le 2 mai. Aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption. Il y a également 2 dossiers relatifs au droit de préemption sur les fonds de commerce, artisanaux et beaux commerciaux. Donc, aucun dossier n'a fait l'objet de préemption. Vous avez une liste d'arrêtés de décision, donc des conventions concernant les TAP, avec le foot, avec la boxe, enfin vous en avez toute une liste. Ensuite, des conventions concernant les boutiques en réflexion rue des Loges avec Roger Binot, le bail du CIO, rue du Docteur Audet, convention de service, donc là, la dernière fois, au dernier conseil, on avait abordé ça, donc il s'agissait de convention de service atelier MECA et association AIVE, donc là il s'agit de l'étude opérationnelle pour la plateforme de mobilité à l'emploi. Donc vous retrouvez dans cette liste-là des conventions de spectacle avec la compagnie du Noyau, le spectacle, pas le spectacle, mais l'événement de ce week-end Fontenay Karaté Château-Cannes, et puis le comité des fêtes de Biennale. Ensuite, des concessions funéraires. Vous avez également, concernant les travaux, l'essentiel, c'est le marché avec la société RACO. Donc là, ça concerne le marché de la rue de Grisset. Les travaux sont en cours. Et puis également, ce même marché
comporte également un plateau surélevé concernant la rue Octave de Rochebrune, qui sera fait d'ici le mois de juin, je crois. Et puis vous avez le marché, donc là il s'agit des travaux concernant l'espace culturel la gare René Cassin pour le chauffage, avec la société Azé Chauffage. Vous avez des services, donc l'essentiel c'est Atoulinge, Saint-Hilaire-des-Loges, pour l'entretien de vêtements de travail du CTM et des espaces verts. Et puis vous retrouverez également un avenant, donc là avec la société Seria, il s'agit du terrain synthétique pour le football. Et puis la réalisation donc, d'une œuvre artistique dans le cadre de réhabilitation des Halles avec Jean-Pierre Potier de Poitiers. Voilà. Merci, Monsieur Augbon. Donc, je vais vous demander de procéder à la lecture du rapport numéro 2, opération de renouvellement urbain, centre historique, concession d'aménagement, bilan, concertation, approbation. Sur ce rapport, une petite modification sera apportée. Au départ, il était proposé donc d'approuver ce rapport et donc on le modifie par de prendre acte. À la demande de M. Gingue, ce qui est d'ailleurs fortement justifié, puisqu'on ne peut pas approuver les remarques des gens qui se sont signalés. Allons-y. Opération de renouvellement urbain, donc centre historique, concession d'aménagement. Donc la commune de Fontenay a engagé donc depuis plusieurs années une réflexion globale sur l'évolution de son centre historique, secteur en partie concerné par le quartier politique de la ville, Moulins-Centre, ainsi que par le secteur sauvegardé de la ville de Fontenay. Par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2016, le conseil municipal a approuvé les modalités de la concertation suivante. Donc, publication d'un avis d'ouverture de la phase concertation après approbation de la présente délibération sur le site internet de la commune www.fontenay-le-comte.fr. Également une publication donc, dans le magazine municipal ainsi que dans la presse locale. D'une information donc, dans le magazine municipal mai-juin 2016 en complément de l'article de l'édition novembre-décembre 2015. Je passe trop fort. D'une information dans la rubrique annonce légale donc, du journal Ouest France en complément de l'article paru dans l'édition du 10 février 2016. Ensuite, une mise à disposition donc, du public à la maison du projet urbain. Donc, vous pouvez consulter évidemment les dossiers. Donc, au 76 rue des Loges de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. D'un dossier donc, de concertation comprenant à minima le périmètre du projet, le pré-programme et les fiches ILO qui ont été d'ailleurs montrées l'autre soir en réunion renouvellement urbain, ainsi que d'un registre destiné à recueillir toutes les observations du public. Ce dossier donc, sera mis à disposition du public à la maison du projet urbain, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi. Et puis l'organisation d'une réunion publique d'information et d'échange sur le projet le 3 mai 2016 à partir de 19h, donc, qui est donc passé. Conformément à l'article L103-6 du Code de l'urbanisme, la présente délibération a pour objet de clore la phase de concertation préalable et d'en arrêter le bilan. Donc, la commission urbanisme et intercommunalité réunie le 3 mai n'a pas formulé de remarques spécifiques. Donc, il est proposé au Conseil de prendre acte du bilan de la concertation mise en œuvre par la commune dans le cadre du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Fontenay et de mandater le maire pour assurer à la présente délibération l'ensemble des formalités de publicité consacrées par l'article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Oui. Madame Chartier. Oui. Voilà, sans vouloir remettre en cause la qualité du travail de concertation, la complexité du projet n'a pas permis que la population se l'approprie dans sa globalité. Ainsi, après la réunion publique, qui a été très suivie, des questions sont venues quant au rôle du concessionnaire, notamment des liens financiers entre celui-ci et la ville. Nous avons déjà fait part longuement de nos interrogations en novembre 2015. Dans la délibération, il est précisé que l'aménageur sera rémunéré par les résultats de l'opération et assumera une part significative du risque économique de l'opération d'aménagement concédée. La durée prévisionnelle est entre 10 et 12 ans. L'absence de règles dans ce domaine et l'expérience problématique et d'actualité d'une DSP codifiée pourtant par la loi confirment nos interrogations. Que se passera-t-il si la ville veut se désengager plus tôt ? La mission du concessionnaire consiste en l'acquisition des immeubles et terrains, la mobilisation des financements, la réalisation des travaux et la gestion administrative et financière. Compte tenu que la ville possède la totalité des premiers îlots qui vont être sélectionnés et que les différents financements possibles sont bien repérés,
Pourquoi cette mission ne pourrait-elle pas être confiée aux services municipaux, compétents pour l'ensemble de la mission? Un bilan pourrait être fait régulièrement qui déterminerait de la suite à donner pour les autres îlots où le foncier n'est pas la propriété entière de la ville. Les intérêts de notre ville seraient ainsi protégés, tant au niveau du coût que du risque. Vous pouvez répondre, Monsieur Augmont? Alors, je ne sais pas, j'ai pas tout suivi, mais vous allez pouvoir me dire si j'ai pas tout entendu. Concernant le fait qu'on pourrait éventuellement le faire à la ville. Alors, clairement, sur un dossier comme ça, on n'a pas les compétences en interne. Non pas que les services ne sont pas compétents, mais ça demande beaucoup de technicité. D'ailleurs, il y aura probablement peu d'aménageurs qui répondront, parce que ce sont des métiers très spécifiques. Donc, en interne, nous n'avons pas les capacités pour gérer ce type de dossier. D'où l'intérêt de procéder à cette concession et de retenir un aménageur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, aujourd'hui, il est clair que sur le centre ancien, sur le projet de renouvellement urbain, c'est ce qui a été exposé l'autre soir à la réunion, plusieurs choses ont été mises en place et l'ancienne municipalité a mis en place l'OPA qui est présente de manière incitative pour inciter effectivement les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs à faire les travaux. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le dispositif OPA DC, qu'on appelle l'OPA de droit commun, fonctionne plutôt bien. Chaque année, c'est plus de 200 000 euros. Je crois Annette Moreton, qui suit ça à la communauté de communes, peut témoigner. C'est plus de 200 000 euros par an qui est réinjecté dans des projets de renouvellement urbain à l'échelle communautaire. Et donc la ville de Fontenay en bénéficie évidemment. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. On voit bien que sur la rue des Loges, il faut engager le volet RU, renouvellement urbain. Et ce volet RU, il ne fonctionne pas. Donc il faut engager des méthodes plus fortes, plus coercitives. Et la méthode coercitive, c'est bien d'avoir un aménageur qui va prendre la main. Et on va lui déléguer, c'est ce qu'on a déjà délibéré là-dessus, comme l'immeuble Lusso, on va lui déléguer ce droit de préemption. Et lui va s'occuper de ces dossiers qui sont des dossiers techniques. Et donc, il va effectivement faire les acquisitions et accompagner les porteurs de projets. Donc, les gens ne seront pas spoliés. C'est-à-dire qu'on a des immeubles dans le centre historique où il ne se passe rien depuis des années, où le propriétaire ne veut rien faire. Eh bien, s'il ne veut rien faire, eh bien, on va prendre la main sur ce dossier, on va l'inviter, soit on l'accompagne avec des dispositifs de financement, soit on achète son bien à la valeur des domaines et on prend la main sur l'îlot. Parce que si on continue à faire que de l'incitatif, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Je parle des îlots, en fait, où déjà la ville est propriétaire de l'ensemble des biens. Oui, alors il n'y en a pas beaucoup. Ah ben c'est un ensemble, il y a 10 îlots, on ne peut pas confier une partie, en garder une partie, en confier une autre, c'est un ensemble. Hein. C'est le travail qu'a fait Tatier, qui a fait aussi l'architecte urbaniste qui a présenté l'autre soir à la réunion. C'est ce travail qui a été fait dans le cadre de l'OPA, c'est le même architecte d'ailleurs. On a voulu garder ce même architecte qui avait travaillé sur l'OPA, qui travaille sur la concession, ce qui connaît parfaitement la ville et parfaitement ce tissu laniéré de la rue des Loges, qui est quand même extrêmement complexe. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas d'un côté prendre éventuellement l'îlot qui nous arrangerait et envoyer les autres îlots qui ne nous arrangeraient pas, c'est un tout. Et c'est d'ailleurs l'intérêt, l'objectif de la concession. Alors sur les financements, évidemment, aujourd'hui l'aménageur n'est pas recruté. Quand il va être là, on va pouvoir effectivement travailler avec lui de concertation. Vous êtes dans les groupes, enfin la majorité de l'opposition est dans ce groupe de concession d'aménagement. On va travailler ensemble sur ce dossier. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va venir équilibrer. Aujourd'hui, on a du patrimoine, par exemple, à la ville qu'on ne valorise pas, rue des Loges, par exemple, ou ailleurs. On va le valoriser, ce patrimoine. On va l'apporter, je dirais, en nature, quelque part, dans cette opération. Il va y avoir une balance. Voilà, il va y avoir des plus et des moins. Et on va on va lisser tous les ans, on va lisser ces sommes avec lui. Donc, on va évaluer effectivement ces opérations. On va les lisser tous les ans. Et la ville apportera probablement, parce qu'on peut penser qu'effectivement, ces opérations sont déficitaires. Je vous rappelle que la ville a aussi, dans le PPI, il y a une ligne de 500 000 euros sur ce projet. Donc, ça a déjà été prévu. Donc, il va nous aider, l'aménageur, à voir si, effectivement, ces dépenses sont plus importantes. On a un budget de 500 000 euros, on ne fera pas tout. On n'est pas obligé de faire tous les îlots. Donc, on va attendre que l'aménageur, effectivement, se prononce, évidemment, au vu de ce qu'on voudra y faire. Et donc, il nous appartiendra, majorité et opposition, de travailler sur ce dossier et de voir les financements qui vont avec. On n'a pas les réponses aujourd'hui à tout. Il faut lancer cette concession d'aménagement, il faut lancer ce dispositif le plus rapidement possible. Donc, je crois que le délai, c'était juin ou septembre, je ne sais plus. Alexandre ?
le délai pour le concessionnaire? Il remet son offre au mois de septembre, donc on va le laisser travailler, mais c'est un travail de longue haleine. Mais on est bien d'accord sur les objectifs, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans la durée, voilà, les îlots où la ville est totalement propriétaire, c'est vrai que le concessionnaire ne va pas prendre de risques. Hein, il va pas être. Mais parce que vous croyez que le concessionnaire, si on lui met que des opérations déficitaires, vous croyez franchement que ça va l'intéresser? Je sais pas, non mais sauf si vous voulez qu'on continue. Mais de toute façon, la ville n'a pas déterminé les règles non plus. Enfin, c'est très très flou et pour moi, ça m'inquiète beaucoup hein, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Et dans un premier temps, c'est vrai que pour le concessionnaire, tout est acheté, la ville est propriétaire, ça peut être que du bénéfice. Et donc la solution, c'est quoi? Ne rien faire? Non, c'est pas rien faire, mais peut-être que dans les premiers îlots où la ville est propriétaire, peut-être que là, on pourrait faire travailler les services municipaux et de cette première expérience, tirer des conclusions. Écoutez, Non, mais de toute façon, que ce soit une définition de projet élaborée par un cabinet spécialisé ou les services techniques, que l'on réduit de plus en plus aujourd'hui, madame. Oui, mais enfin, de toute façon, les services, ils se payent encore plus cher quand on passe par une entreprise privée. Hein. Non, mais là, on raisonne en valeur de projet. C'est-à-dire qu'on va étudier un projet, on va voir de quelle manière on peut le commercialiser, et en fonction de la commercialisation et de l'acquisition du bien, qui est communal, on verra s'il y a un équilibre ou pas. De toute façon, on va attendre d'abord que le projet nous soit présenté pour nous prononcer. Donc, de toute façon, il y aura une deuxième étape. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on lance cette concession qu'on va accepter exactement le projet qui nous sera proposé. Aujourd'hui, il faut être très clair, on n'a pas la technicité en interne pour gérer ce type de dossier. Voilà, c'est pas qu'on ne voudrait pas, c'est qu'on n'a pas la technicité pour le gérer. Hein. Donc c'est pas. Et puis, sur les 4 missions. Enfin, je sais pas quand vous croyez franchement qu'à la ville, on a les agents qui peuvent éventuellement engager des missions avec des promoteurs immobiliers, on a tout ça parce que il faut acheter, donc il faut de la technicité, il faut négocier le foncier. Il va falloir aller voir chaque propriétaire. Effectivement, négocier le foncier, ça nécessite quand même. On peut pas envoyer n'importe quelle personne et négocier du foncier. Donc il faut quand même là bien s'entourer. Et ensuite. Il va falloir recomposer les îlots, il va falloir voir si dans cet îlot on va le remettre à la promotion immobilière privée, si ça va être un projet avec un bailleur social. Et clairement, moi en interne, service urbaniste, je n'ai pas ces capacités. Enfin, je pense que M. Jain peut témoigner. Je pense que moi, c'est pas que je veux pas, je n'ai pas cette technicité en interne pour le gérer. C'est ce qui est fait dans la plupart des villes. Hein. C'est pas spécifique à Fontenay-le-Comte. Hein. Enfin, je parlais déjà des premières expériences, hein, des premiers îlots où la ville est propriétaire, où il y a déjà moins de travail, il y a une partie du travail qui est déjà faite. Ce sera probablement les îlots les plus faciles pour commencer, peut-être, effectivement. C'est bon, on a répondu à votre question? Voilà, j'ai donné mon point de vue. Hein. Oui, mais très bien, très bien. Il est recevable. Hein. Merci. Merci. Il y a d'autres observations, d'autres questions, Monsieur Jain? Non, simplement un petit commentaire ajouté, c'est toute la question de ce qu'on appelle le renouvellement urbain. Et il est grand temps pour Fontenay que ce volet RU, renouvellement urbain, soit effectif. Il a été travaillé sous l'ancien mandat pendant longtemps. L'ensemble des communes n'étaient pas prêtes. Et c'est vrai que les problèmes de logement, les problèmes de rénovation ne sont pas les mêmes dans une commune de 1000 ou 1200 habitants, voire beaucoup moins, et dans une ville qui en fait 15 000, à peu près. Et que tout ce problème-là était, à l'époque, pas prêt. Et les gens n'étaient pas prêts. Ils y sont maintenant. Le volet RU a été voté. Il a des contraintes, et je confirme, l'expérience qu'on a, c'est que la commune n'a pas les moyens techniques, et en personnel notamment, pour faire face à cette échéance. D'autres villes bien plus grandes que nous, de tout bord politique, font la même chose, donnent cette concession pour y travailler. Il y en a d'autres qui ne le font pas par rapport à cela. Et cela me paraît d'autant plus urgent parce que nous avons, d'une part, un déficit de plus en plus grande population, avec un centre-ville et un cœur de ville qui se dévitalisent, y compris avec la fuite de la population, qui se paupérise d'une certaine façon, et qu'il est grand temps d'avoir une action publique forte, me semble-t-il, volontaire, avec des moyens adéquats, hein, et nous ne les avons pas, je confirme, tout ce que je connais, à moins que ça ait beaucoup changé, mais ça m'étonnerait, et nous n'avons pas les moyens pour mener à bien cette concession d'aménagement
de ces 10 îlots-là. On pourrait même les augmenter parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Hein. Et il est grand temps, me semble-t-il, d'agir. Je rappelle quand même que je suis tout à fait d'accord avec les objectifs. Hein. Et après, les moyens humains, on peut se les donner aussi. Oui, mais si on se donne des moyens, il faut assurer la pérennité de l'action. Donc, ces gens-là ne vont pas travailler pendant 5 ans, 6 ans sur les mêmes sujets, quoi. Donc, d'où l'intérêt de confier cette mission à des spécialistes. Voilà. Passer au vote. Attention, on prend acte. Ah, nous prenons acte. Voilà, donc je vous demande de prendre acte. Merci. Ah oui, c'était toujours le même rapport. Contrat. J'ai demandé de faire lecture du rapport numéro 3, patrimoine communal, rue des Tanneurs, parcelle AT 291, 293, vente. Merci, Monsieur le maire. La ville de Fontenay-le-Comte est propriétaire de 2 parcelles respectivement cadastrées section AT numéro 291 et 293 d'une superficie de 25 et 19 mètres carrés, 6 rue des Tanneurs. La ville avait acheté ces parcelles le 19 juin 1981 afin de créer une voie nouvelle. Elles sont matériellement enclavées dans la propriété de la succession Piaya. Cet aménagement de voirie étant définitivement abandonné et ces terrains ne présentant plus d'intérêt pour la ville, ils peuvent être vendus aux futurs acquéreurs de la propriété Piaya. Un compromis de vente a été signé avec l'indivision des acquéreurs de l'immeuble cadastré section AT numéro 294, dépendant de la succession Piaya, au prix de 600 € net vendeur le 11 avril 2016. Le service local du domaine a émis un avis les 22 avril 2015 et 27 avril 2016. Il vous est donc proposé d'approuver la vente des 2 parcelles respectivement cadastrées section AT numéro 291 et 293 d'une superficie de 25 et 19 mètres carrés, 6 rue des Tanneurs au prix de 600 € net vendeur à l'indivision Poisson, Plisson, Legris, Fuchs, Garnier, acquéreur de l'immeuble cadastré section AT numéro 294, conditions suspensives liées à l'acquisition simultanée des 2 biens et à la régularisation concomitante, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte notarié à intervenir, étant précisé que les frais notariés seront à la charge des acquéreurs. Voilà, donc la parcelle en question donc, est matérialisée, donc surlignée en jaune donc, sur le plan. Voilà. Donc la ville ne pouvait absolument rien en faire. Donc y a-t-il des observations sur cette vente? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Donc Monsieur Augbon, rapport numéro 4, s'il vous plaît, patrimoine communal, chemin rural numéro 213, parcelles AX 428P et 429P, 075P, vente à la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte. Oui, merci. Par délibération du Conseil communautaire, donc du numéro 22, du 8 décembre 2014 et du 29 février 2016, la communauté de communes du pays de Fontenay a approuvé donc le projet de tracé du barreau de liaison reliant les zones d'activité de la route de Niort et de Saint-Médard-des-Prés, ainsi que les acquisitions foncières nécessaires à sa réalisation. Ce projet étant stratégique pour le développement et le maintien de l'attractivité des 2 zones. La ville de Fontenay-le-Comte est propriétaire donc des parcelles cadastrées section AX numéro 428, 429 et 430 d'une superficie respective de 19 587 m², 137 384 m² et de 2000 m², 6 chemin rural numéro 213 en cours d'aménagement, parcelle AX 429, par le porteur de projet du champ photovoltaïque.
Une emprise d'environ 9 995 m² a été réservée dans le projet afin de réaliser ce barreau de liaison. Il convient aujourd'hui de le retrancher du bail amphithéotique et de le vendre à la communauté de communes du Pays de Fontenay. Par ailleurs, afin de satisfaire aux mesures environnementales, il convient de réaliser un passage à faune sous l'emprise de la future voie. Celui-ci permettra de préserver la continuité écologique de la parcelle cadastrée section AX numéro 428. Dans ce cas, doit être envisagée la constitution d'une servitude de passage pour l'entretien du dit passage à faune, de part et d'autre de l'emprise de la chaussée, cédée par la communauté de communes du Pays de Fontenay, sur une partie de la parcelle cadastrée section AX numéro 428. Est-ce qu'on peut mettre le plan peut-être ? 6, chemin rural numéro 213 en faveur de la communauté du Pays de Fontenay. Donc, le service local du domaine a émis un avis le 27 avril 2016. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver, en ces termes, d'approuver le retrait d'une partie de la parcelle cadastrée section AX numéro 429P d'une superficie d'environ 9 995 m², y compris partie de la parcelle section AX numéro 428P. 6, chemin rural numéro 213 du bail amphithéotique, souscrit avec la SAS Solaire Fontenay-le-Comte le 27 novembre 2015. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte notarié d'avenant à intervenir, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de la ville. Approuve la vente d'une partie de la parcelle cadastrée section AX 428P et d'une partie de la parcelle cadastrée section AX 429P d'une superficie totale d'environ 9 995 m². 6, chemin rural numéro 213 au prix de 1 € le m² à la communauté de communes du Pays de Fontenay. Approuve la constitution d'une servitude de passage pour l'entretien d'un passage à faune, situé sous l'emprise de la chaussée cédée à la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte sur une partie de la parcelle cadastrée section AX 428P, 6, chemin rural numéro 213 en faveur de la communauté. Autorise Monsieur le maire à signer l'acte notarié à intervenir, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de la communauté de communes du Pays de Fontenay. Y a-t-il des observations sur ce rapport ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, nous arrivons au rapport numéro 5, patrimoine communal, boulevard du Chail, allée des Tilleuls, parcelles PD 22, 24, 25, 26, 348, vente. Par délibération du 17 septembre 2015, le Conseil municipal a approuvé le principe de cession de l'ensemble immobilier d'une surface de 6 459 m², cadastré section BD 22, 24, 25 et 348, 6 boulevard du Chail, ainsi que les droits indivis de la parcelle BD 26 d'une superficie de 510 m². Par délibération du 24 novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé la cession de l'ensemble immobilier au prix de 600 000 € à la société Lidl. La société Lidl a fait une nouvelle offre pour l'acquisition de cet ensemble immobilier au montant de 840 000 €, au regard de nouvelles modalités quant à l'accès aux parcelles, en améliorant la commercialité, avec clause de rétrocession du foncier utile au projet de voirie à l'achèvement des travaux. Les droits indivis de la parcelle BD 26 pourront être substitués par tout autre dispositif constitutif de droit réel en cas d'accord avec les co-indivisionnaires sur l'évolution de l'indivision intervenue avant la signature de l'acte notarié de la présente vente. Le service local du domaine, consulté le 1er juillet 2015, a émis un avis le 3 septembre 2015. Je vous propose d'abroger la délibération 2015-09-8 du Conseil municipal du 24 novembre 2015, d'approuver la vente de l'ensemble immobilier d'une superficie de 6 459 m², cadastrée section BD numéro 22, 24, 25, 26 et 348, 6 boulevard du Chail, à la société en nom collectif Lidl, identifiée sous le numéro Sirène 343 262 622 RCS, Strasbourg, dont le siège social est 35 rue Charles Péguy,
boîte postale 32 67 200 Strasbourg, au prix de 840 000 €, sans TVA, l'immeuble n'ayant pas été assujetti lors de l'acquisition. Étant précisé que droits indivis de la parcelle BD 26 pourront être substitués par tout autre dispositif constitutif de droit réel en cas d'accord avec les co-indivisionnaires sur l'évolution de l'indivision, intervenue avant la signature de l'acte notarié de la présente vente, d'approuver la rétrocession gratuite à la ville, après réalisation du projet immobilier et de l'aménagement de voirie, d'une partie de la parcelle cadastrée section BD numéro 348, 6 boulevard du Chail, utile à l'emprise de voirie du rond-point de Palatine, par la société en nom collectif Lidl, identifiée sous le numéro Sirène 343 262 622 RCS Strasbourg. De m'autoriser à signer les actes notariés à intervenir, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur. Donc, il y a Monsieur Gingres. Oui, merci, Monsieur le maire. J'étais absent à la commission urbanisme, je m'étais excusé, je ne pouvais être présent. Et à la lecture que vous venez de nous faire de cette délibération, fichtre, un récit bien abscon. Les phrases sont plus que sibyllines, si on peut dire. En décodé, on a envie de dire, ça donne quoi? Ça donne quoi? D'autant que, si pour la rue des Tanneurs, il y a au moins un croquis, on sait où ça se situe, vous l'avez situé, là, et y compris dans le dossier du Conseil, que j'ai consulté hier, il n'y a rien. Il n'y a que la délib. Il n'y a même pas de plan de cadastral. Alors BD 22, 26, à part peut-être une bataille navale, on ne sait pas où ça se trouve. Il faut aller voir le plan cadastral. Vous pourriez le mettre quand même. Et si je peux faire mettre une parenthèse, est-ce qu'il peut être veillé au fait que l'administration communale mette les pièces minimales qui nous permettent de comprendre le dossier? Parce qu'il est incompréhensible, on n'a que ça. Et dans votre dossier, qui est le dossier du Conseil, il n'y a rien d'autre que la délib. Pas de plan cadastral et on ne sait rien. Et quand on lit, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un rond-point, le rond-point de Palatine, parce qu'autrement, on ne sait pas. Alors, pour aller au plus court, je vais vous dire ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai essayé de consulter au niveau des services, je n'ai pas eu grande réponse. C'est que vous faites 2 opérations dans une, si j'ai bien compris. Si on pouvait avoir, ce serait bien, oui. Ah, quand même mieux, ben ça, c'est bien, il est grand temps. Il est grand temps. Si j'ai bien compris, vous faites 2 opérations dans une. Dans un premier temps, vous nous avez dit, là c'était en novembre dernier, on vend une surface et un bâtiment à une société pour 600 000 €. Et là, vous nous dites, on revient vers vous, la société nous propose d'acheter tout ça 840 000 €, soit 240 000 € en plus, sachant qu'il appartiendra à la ville d'aménager le rond-point Palatine ou d'en faire un autre de façon juste à côté, mais on découvre là tous, sachant donc de faire un rond-point pour améliorer l'accessibilité commerciale, et cela est évalué forfaitairement, si je puis dire, à 240 000 €. Donc ville, vous nous faites ça sur le domaine public. On vous donne 240 000 €, il faudra rentrer, il ne faudra pas que ça dépasse. Oui. Et qu'en même temps, derrière, il y a des problèmes d'indivision avec un certain nombre de propriétaires, de droits de passage et tout ça. Et on voudrait bien voir où est le BD 26, où est un certain nombre de choses, avoir le plan cadastral. Et vous nous faites dedans, si je puis me permettre de dire, pourquoi pas faire de délibération? Et pourquoi avoir été aussi rapide? C'est vrai qu'il faut être rapide, on entend ça, M. Aubon le dit par exemple, qu'il faut aller vite, ok. Sauf que ça sert à quoi d'aller vite s'il faut revenir après, Et s'il faut revenir, ce qui était mettre au mois de mai, refaire et abroger ce qu'on a fait en mois de novembre. Entre mai et novembre, il y a 6 mois, 7 mois, donc on aurait mieux fait d'aller plus lentement et puis de présenter l'ensemble. Voilà la question que je me pose, et encore une fois, si vous pouvez donner tous les éléments et avoir une écriture un peu moins sibylline, parce que je défie à quiconque de comprendre. En décoder, si je puis me permettre de le dire, ça veut dire quoi, ça?
Moi, je vais répondre sur le seul point que le plan que vous avez sous les yeux aujourd'hui a été présenté en commission. Pourquoi il n'est pas dans le dossier de conseil? Bonne question. Oui, bonne question. Oui, c'est tout ce qu'on dit. C'est pas la première fois. Nous n'avons pas les éléments pour nous faire une opinion. Si nous avons ça et l'intérêt de consulter le dossier du conseil, c'est qu'il y a des pièces qui sont à être à la consultation. C'est le droit d'information des élus. Voilà, quel qu'il soit. Non, mais Si on ne peut pas assister pour une raison ou une autre à la commission, effectivement, on ne peut pas poser des questions. Non, mais- Si on pose des questions, on n'a pas de réponse. non, mais aujourd'hui, si vous voulez, il s'agit de la vente du bien. C'est pas le même vente que celle du mois de novembre, hein, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Vous faites deux dans un, deux libérations de une. Vous faites un aménagement routier, une vente et une vente. Et là-dessus, si j'ai bien compris, Oui. confirmation, Vas-y. Alors, moi, je peux donner quelques explications. Ça a été évoqué en commission urbanisme. Alors, vous n'étiez pas là, vous vous en êtes excusé, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, on ne va pas faire comme si on cachait les choses. Ça a été évoqué de manière très transparente. Et on ne peut pas faire le reproche puisqu'on vend le bien plus cher. Donc, depuis le départ, effectivement, au départ, ce n'était pas prévu. Lidl nous a dit clairement, est-ce qu'on ne peut pas faire un aménagement du giratoire de manière différente? Nous, on a dit, le giratoire nous va très très bien. Si vous participez au financement, pourquoi pas? On n'est pas fermé. Je veux dire, la ville va effectivement, finalement, se faire financer un rond-point qui va améliorer, fluidifier effectivement le carrefour de Palatine, qui est quand même un endroit où on arrive. Désormais, il y a l'office, il y aura Lidl. Donc, on va améliorer aussi cette entrée de ville. Je pense que globalement, la ville s'en sort plutôt bien. Donc ça a été effectivement évalué. Il y a une enveloppe chiffrée effectivement de 240 000 euros. Il y a en gros, pour le rond-point, à peu près 170 000 euros d'aménagement de rond-point, où on va effectivement fluidifier les accès. On va également protéger la maison qui est à l'angle. Et c'est vrai que je pense que les gens qui habitent à côté étaient soucieux effectivement du trafic. Donc effectivement, cet accès rond-point va effectivement les protéger, puisqu'il va y avoir des aménagements effectivement d'espaces verts, paysagers. Donc on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire on fait un aménagement de cœur de ville, également un aménagement du rond-point. Voilà, donc les détails, ils ont été exposés en commission. On est à, je crois, 180 000 euros, 170 000 euros de mémoire pour le rond-point. Allée des Tilleuls, effectivement, des aménagements, puisqu'on aura le quai de chargement. Donc il faut effectivement aménager l'allée des Tilleuls, effacement de réseau, qui est autour de 45 000 euros. Et puis on a, pour ce qui est de la servitude, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, la servitude, l'indivision, sur la petite venelle derrière, on s'est engagé effectivement auprès des propriétaires à faire quelques aménagements d'éclairage et d'amélioration de la voirie pour à peu près 15 000 euros. Donc voilà, tout ça a été chiffré par les services, une enveloppe de 240 000 euros, clairement. On avait délibéré pour 600 000 euros. Aujourd'hui, on vous propose de délibérer pour 840 000 euros. C'est fait dans la transparence. On ne cache rien. Il n'y a pas lieu de le cacher. Je veux dire, la ville... Voilà. Non, mais vous le sous-entendez un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que ça a été vraiment évoqué de manière très transparente. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Absolument, non, mais bien sûr. Donc nous allons passer au vote. Alors donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je continue avec un rapport concernant le personnel communal, modification du tableau des effectifs. Les missions des agents évoluent en fonction des besoins des services et il convient donc de transformer le tableau des effectifs en créant un poste à temps complet de gardien de paix, de police, pardon. Alors, donc, nous avons ici un tableau qui fait apparaître la création d'un poste de gardien de police. En fait, nous avons un ASVP qui part en formation et qui va revenir avec le grade de gardien de police. Donc, pour l'instant, on anticipe son retour de formation, et c'est la raison pour laquelle on crée le poste de gardien de police. Et si parfois il échouait dans sa formation, on supprimerait effectivement ce poste, mais on conserve également le poste de catégorie C qu'il occupait précédemment.
de façon qu'il puisse être réintégré dans son poste. Donc voilà ce que je vous demande donc d'approuver donc cette modification et du tableau des effectifs à compter du 1er juin 2016. Y a-t-il des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Ensuite, rapport numéro 7, commission communale, modification. Suite à la délibération prise lors du dernier conseil municipal qui a pris en compte la modification de la commission finances, il est aussi nécessaire de modifier la sous-commission du contentieux. Il est proposé de procéder au remplacement de Madame Delphine Bézia par Monsieur Michel Biret. En application de l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, avec l'accord de l'ensemble du conseil municipal, je vous propose de ne pas procéder au vote à bulletin secret et de désigner Monsieur Michel Biret, membre de la sous-commission du contentieux, en lieu et place de Madame Delphine Bézia. Y a-t-il des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Monsieur Bouillot, vous pouvez procéder à la lecture du rapport numéro 8, taxe locale sur la publicité extérieure, tarif 2017. Merci. Oui, comme tous les ans, avant fin juin. Dans le cadre de l'application du nouveau régime de la taxation locale de publicité issu de l'article 171 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il a été instauré une taxe unique dénommée taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, sur les 3 catégories de supports suivants: dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes. Pour la ville de Fontenay-le-Comte, la TLPE s'est substituée automatiquement à partir du 1er janvier 2009 à la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, la TSE. Par délibération du conseil municipal du 25 juin 2009, des cas d'exonération et ou de minoration des tarifs de droit commun ont été déterminés, amenant ainsi l'établissement de tarifs cibles pour les différents supports publicitaires taxables. Depuis le 1er janvier 2014, l'évolution des tarifs de la TLPE évolue en appliquant une majoration proportionnelle à l'indice des prix à la consommation. Il convient, avant le 1er juillet 2016, de prendre une délibération pour fixer les tarifs de l'année 2017, en appliquant une majoration proportionnelle à l'indice des prix à la consommation qui s'élève cette année à 0,2%. En fait, les tarifs sont inchangés. Je ne sais pas si on peut voir le tableau à l'écran. Entre 2016 et 2017, donc la majoration est de 0,2%, ce qui fait tellement peu par rapport aux sommes. Alors, c'est 5,10 € minimum pour les taxations des anciennes scellées au sol de moins de 7 mètres carrés, jusqu'à 46,20 € maximum pour les superficies supérieures à 50 mètres carrés, mais en numérique. Et ce qui fait que les tarifs sont inchangés. Donc voilà pourquoi, pour 2017, on a décidé de les laisser comme en 2016. Il est proposé d'approuver les tarifs de la TLPE en euros par mètre carré, en arrondissant en dixièmes d'euros, applicables en 2017, suivant le tableau ci-dessus, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la présente décision. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Monsieur Boisjol, rapport numéro 9, secteur sauvegardé, demande de subvention. Pardon. Merci, monsieur le maire. 12 demandes de subvention pour les travaux en secteur sauvegardé ont été soumises à l'avis de la commission urbanisme intercommunalité du 3 mai 2016. Ces demandes sont... On les a à l'écran ou pas? Bon, je pense que je vais m'abstenir de lire les 12 demandes, mais elles répondent aux critères établis par le conseil municipal en date du 25 octobre 2012, lors de l'approbation du renouvellement de la convention avec la région des Pays de la Loire relative à la réhabilitation du patrimoine architectural en secteur sauvegardé. Il est donc proposé d'accorder les subventions pour travaux en secteur sauvegardé suivant le tableau que nous avons dans les dossiers du Conseil. Voilà, monsieur. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Monsieur Naudet. On en est où de la discussion qu'on avait eue la dernière fois sur le plafond annuel de dossier?
Vous voulez dire le budget? Pardon. La question, c'est savoir où est-ce qu'on en est dans la... Alors, de mémoire, à la dernière commission, on a dit qu'on avait on était à peu près à la moitié de l'enveloppe de mémoire. Donc, on avait évoqué effectivement l'idée de travailler sur ce sujet en commission. On ne l'a pas fait la dernière fois par manque de temps, puisqu'on avait la réunion de renouvellement urbain juste après. Donc, on était un peu pressé par le temps. Moi, je vous propose qu'on en discute ensemble à la prochaine commission. Bon, sans trahir de secret, l'idée qui nous anime, en tout cas pour la majorité, c'est d'avancer davantage sur la restauration, les ravalements de façade. Donc, on serait plutôt dans l'idée de supprimer la partie couverture qui a été largement refaite depuis 3-4 ans. Il y a eu l'effet grêle en plus, donc, et d'insister sur la partie menuiserie et ravalement de façade. Voilà, c'est l'idée qui germe, mais on peut en discuter. C'est pas du tout fermé. L'effet grêle dont on parle n'a rien à voir avec les subventions pour refaire une toiture. L'effet grêle doit être pris en charge par les assurances et ce qu'apporte la ville n'est pas fait pour combler, voire avoir une toiture neuve, complètement neuve, en cumulant les aides. Mais on est bien d'accord. Vous savez bien qu'il y a eu, vous savez très bien, vous comme moi, qu'il y a eu un effet d'aubaine avec l'effet grêle. Après, maintenant, on n'a pas les moyens d'aller vérifier. Ce qu'on constate, c'est que, effectivement, si vous regardez aujourd'hui la ville par-dessus, vous constatez qu'effectivement, les couvertures se sont nettement améliorées, et c'est tant mieux. Et que voilà, les Fontenaisiens en ont bénéficié, tant mieux. Maintenant, ce qu'on constate également, c'est que sur le ravalement de façade, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et je rappelle que la loi, normalement, oblige les propriétaires à faire les ravalements de façade tous les 10 ans. Donc, on n'est pas, vous voyez, on n'est pas dans un système coercitif, mais voilà, si on peut les accompagner avec effectivement cette subvention que la ville accorde, je dirais tant mieux. Donc, on est plutôt dans cette idée, mais on pourra en discuter en commission. Je pense qu'on présentera un dossier prochainement. Et bien d'accord avec ça. J'ajouterai aussi les ouvertures. Pour évoquer les volets. C'est compris. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire tout ce qui est en fait qui est visible pour le domaine public, donc les menuiseries, les ouvertures et les ravalements de façade. Y compris les volets. Voilà. Oui, bien sûr. On forme le policier à cela d'ailleurs. En policière, la police municipale, c'est dans son rôle. Et si je peux me permettre, effectivement, quand M. Ogbon vous parlait de la moitié du budget, sur les 128 000 disponibles, ont été engagés 62 000. On peut dire qu'on est effectivement tout à fait à la moitié. Y compris ces 28 là? Alors, y compris ces 20, oui, d'accord. Parce que là, il y a 28 000. Non, pas compris cela, pas cela. Pas cela. Donc ce qui fait combien? Il restait 62 000, moins ceci. Moins 28, voilà. Donc 44. Donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Alors rapport suivant, Madame Plaire. Merci Monsieur le maire. Renouvellement de la convention d'objectifs et de financement VILCAF, accueil de loisirs sans hébergement pour l'accueil périscolaire, extrascolaire, accueil de loisirs sans hébergement pour les accueils de jeunes. La convention triennale VILCAF relative au fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement est arrivée à échéance au 31 décembre 2015. Donc, il convient donc de renouveler la présente convention d'objectifs et de financement, jointe en annexe, qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement des prestations de services pour les équipements ci-après au 1er janvier 2016. Donc, sont concernés les 7 accueils périscolaires Bourron-Massé, les Jacobins élémentaires et maternels, Marceau-Breteau, Robert-Bonneau, Saint-Médard, les Cordeliers, les 2 accueils de loisirs, la Souris Verte et la Pommeraye, l'accueil de loisirs jeunes, Espace Junior, et l'accueil jeune, Forum Jeune. À compter du 1er septembre 2016, un avenant à la présente convention sera proposé pour prendre en compte le nouvel accueil périscolaire Florence Artaud et le regroupement des 2 accueils périscolaires Les Jacobins. Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement susvisée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce dossier a été présenté à la Commission Enfance, Jeunesse, Formation professionnelle, Emploi du 26 avril 2016.
la convention d'objectifs et de financement de la prestation de services et accueil de loisirs sans hébergement pour l'accueil périscolaire, extrascolaire et des jeunes vous est transmise dans l'annexe numéro 2 de cette note explicative de synthèse. Il vous est proposé d'approuver le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement VILCAF pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour les équipements suivants. Donc je ne relis pas, c'est la même liste que tout à l'heure. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec Madame la directrice de la CAF. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Madame Plaire, rapport suivant. Alors, contrat de ville 2015-2020. Annexe financière, avenant numéro 2, adoption programme d'action 2016. Le contrat de ville cadre, qui a été signé le 15 février dernier, prévoit dans son chapitre 5 la signature d'une annexe financière annuelle. Cette annexe permet de formaliser les engagements réciproques des différents partenaires financiers concourant à la réalisation des objectifs du contrat de ville. Ce document détermine les programmes d'action retenus pour 2016 pour le comité technique par le comité technique suite à l'appel à projet lancé en mars dernier. Il est présenté sous la forme d'un tableau qui précise la répartition des financements entre les différents partenaires de la politique de la ville. Elle a été soumise à l'avis de la commission Enfants, Jeunesse, Formation professionnelle, Emploi. Il vous est proposé d'adopter le programme des actions 2016 et le plan de financement figurant sur le tableau annexé à la présente et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'annexe financière avenant numéro 2 du contrat de ville avec les différents partenaires. Vous avez le tableau donc des financements des actions de contrat de ville donc, qui concernent les trois piliers du contrat de ville, cohésion sociale, donc les porteurs d'action, l'audace, la Missouve et la ville. Le pilier numéro 2, cadre de vie, l'audace, habitat et humanisme et le lycée Bel-Air. Le pilier numéro 3, donc emploi, mission locale Sud-Vendée, Perfect Infogestion. Et la Seine, pôle innovation automobile. Et donc en dernier, le projet de réussite éducative, 4 actions portées par le CCAS et une pour PASSEO, pour un montant total de 116 076 € et qui se détaille. Donc vous avez la CGET, donc le Commissariat général de l'égalité des territoires, anciennement l'ACCE, donc c'est l'État, pour une enveloppe de 44 137 €. La ville, pour une enveloppe de 9 813 €. Le CCAS, 7 250 €. La CAF, 12 000 €. L'autofinancement donc des porteurs, 39 576 €. Et pour les autres financeurs, vous avez donc le FIPD, le Fonds interministériel de prévention et de la délinquance pour 3 300 €. Oui, il y a l'audace, 300. Et l'audace, oui, pour 300 €. Monsieur Jung. Oui, je voudrais avoir quelques informations sur les 2500 € que la ville donne à Perfect Infogestion, d'une part. Est-ce qu'on peut en avoir plus comme information que cette présentation laconique? Et d'autre part, par rapport à l'association Mission Locale, la ville verse aussi, là, 2 000 €. Est-ce que ce sont 2 000 € en plus de ce que donne la communauté de communes? Et est-ce que d'autres communes donnent aussi, en plus de la communauté de communes? Et les destinataires, ce sont des jeunes de Fontenay ou des jeunes du bassin d'emploi? Donc, en ce qui concerne la préparation à l'emploi pour la mission locale du Sud-Vendée, c'est la ville qui donne donc les 2 000 € en plus de la subvention versée par la communauté de communes des Pays de la. La ville donne cela parce qu'elle a envie de le donner, parce que rien n'y oblige.
Alors, la commune, c'est l'État ou c'est la région qui paye. La ville, n'oubliez pas. La ville paye par le truchement de la communauté commune. oui, mais là, les jeunes qui sont concernés dans cette action sont à 100% sur les quartiers prioritaires donc, de la ville. Donc c'est pour cela que la ville a décidé donc, de verser 2 000 € à la mission locale. Pour ces jeunes résidant en quartier prioritaire. Oui, uniquement. Et donc, même chose pour le dispositif modulaire de lutte contre l'illettrisme en ce qui concerne Perfect Infogestion. Les 2 500 € donnés par la ville concernent également les jeunes, uniquement les jeunes, concernés sur le quartier prioritaire. Donc nous avons décidé, le comité des financeurs a décidé donc d'accorder cette enveloppe. En nombre, ça correspond à combien de jeunes? Alors, je pense que vous avez le détail. Attendez, je crois que c'est 38. Non, 30. Donc, pour Perfect Infogestion, ce sont un groupe de 6 à 10 jeunes, maxi. Et pour la mission locale, nous avons pour la préparation à l'emploi 8 à 10 jeunes concernés. Et pour la mobilité et l'accompagnement au code de la route, 6 jeunes de moins de 26 ans sont concernés. Nous allons passer au vote. Vous avez les renseignements. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Nous allons passer maintenant aux questions orales. Donc, une seule question nous a été posée par Madame Dominique Chartier. Donc, je vous écoute. Donc, par un courrier en date de début avril, au sujet du projet d'avenant numéro 2 de la délégation de services publics d'assainissement avec Veolia, Monsieur le Préfet, au titre du contrôle de la légalité, vous a adressé un recours gracieux vous demandant le retrait de la délibération. Que comptez-vous faire et avez-vous signé cet avenant? Alors, Madame Chartier, aujourd'hui, la ville n'a pas signé donc, cet avenant, car comme vous le savez, donc, vous avez présenté donc, un recours auprès de l'autorité préfectorale. Donc aujourd'hui, on souhaite effectivement apporter une réponse rapide et précise et argumentée à l'autorité préfectorale. Et disons, afin de pouvoir signer donc, ou pas cet avenant, et ça, on le fera avant le 30 mai prochain, puisque nous avons un délai qui nous est accordé. Donc nous avons un délai pour apporter la réponse. C'est actuellement en cours d'élaboration par les services de la ville et notre avocat conseil. Cette réponse est d'une nature très technique, vous devez vous en douter, c'est pourquoi je ne rentrerai pas aujourd'hui dans les détails. Par contre, vous me permettrez de préciser que la DSP Veolia a été signée en 2010 et que nous avons aujourd'hui à gérer ce contrat de la même manière que nous devons résoudre d'autres difficultés de paiement, comme exemple les heures de cassin. Donc ces deux problèmes étant imputables à l'ancienne municipalité. Pourquoi avons-nous dû procéder à un avenant? Tout simplement parce que dès son origine, l'assiette de référence de cette délégation du service public d'assainissement était viciée, car elle reposait sur des volumes de traitement anciens, antérieurs à la cession d'activité de SKF, bien supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Force est de constater que l'ancienne municipalité n'a pas su anticiper la réduction de volume et n'a pas su anticiper les possibilités d'évolution démographique positive ou négative. De ce fait, le contrat aurait dû prévoir
des clauses précises pour évoluer avec les variations de volume que nous avons connues depuis cette époque. Voilà encore un héritage du passé que nous devons gérer. Donc, ai-je répondu à votre question, Madame Chartier? Oui. Concernant l'assiette de référence, Veolia était le délégataire précédent, hein, donc il connaissait parfaitement la situation et en aucun cas personne ne peut prévaloir de la fermeture d'SKF qui était antérieure en fait à la signature du contrat. Hein, donc il y avait déjà une baisse en fait du volume et Veolia était parfaitement au courant de la situation. Et par ailleurs, son estimation, en fait, son budget prévisionnel était bien en dessous des charges qu'il avait auparavant, hein, dans les bilans de 2009 et de 2010. Hein, donc, s'il s'est retrouvé en déficit, en tout cas, on ne comprend pas pourquoi les charges de personnel auraient diminué autant entre 2010 et 2011. C'était pas possible. Vous faites référence à des charges de 2009. Oui, 2009 et 2010. Hein. Oui. Ces charges en réel dans ces bilans d'exploitation, dans ces bilans, étaient bien supérieures aux chiffres qu'il a de prévisionnels pour les années à venir. Par exemple, pour le personnel, pour l'énergie, voilà, pour les télécommunications. Mais le plus criant, c'est le personnel. Alors, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est énorme. Voilà. Merci. Donc voilà. Si je peux ajouter éventuellement quelque chose, je pense vraiment que l'enjeu financier est énorme pour les Fontenaisiens. Hein, et déjà, au budget de cette année, vous avez prévu 80 000 € de plus ou en moins, enfin, ça dépend comment on le voit, mais en tout cas, la ville et les Fontenaisiens devront payer déjà 80 000 € en plus avec des services en moins. Alors, donc là, je tiens à vous rassurer, dans tous les cas, les Fontenaisiens ne paieront pas plus cher. Ils paient exactement le même prix. Et la somme supplémentaire qui a été accordée donc à Veolia est une somme qui est de 57 000 €. Non, c'est beaucoup la plus. moitié de leur demande. On n'est pas d'accord sur les chiffres. Non, parce que vous êtes parti sur 0,57 € et vous avez retiré ces 0,57 de 0,70 €. Mais entre-temps, il y a une revalorisation qui est légitime, qui est prévue au contrat, qui fait que la différence, il faut la faire entre 0,70 et 0,61 et quelques. Ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail, non, mais déjà, il y a 80 000 € de prévus de moins de rentrée d'argent pour ce service-là, pour ce budget-là. C'est vos services qui ont fait ces calculs-là, donc c'est bien en fonction de la réalité. C'est un effort que la ville... Non, ce n'est pas un effort de la ville, c'est une baisse de rentrée d'argent, de redevance. Oui, justement, c'est un effort que la ville a consenti pour justement que les Fontenaisiens ne subissent pas. Donc, oui, mais enfin, la ville, c'est nous, hein, de toute façon. La ville, c'est nous. Hein, mais, d'accord. Mais on a malgré tout augmenté la tarification. C'est les finances publiques. Hein. Oui, on a augmenté la tarification de manière très douce, puisque de toute façon, ce que l'on accordait à Veolia, qui était de 57 000 €, en fait, est compensé par 80 et quelques mille euros. Donc vous voyez bien qu'on a retenu plus qu'on a donné. Voilà. Bon. Alors, si vous répondez à autre chose que la question de Mme Chartier. Simplement, le principe des questions orales est de poser la question et d'entendre la réponse et de s'arrêter là. Mais apparemment, vous autorisez à aller plus loin puisque vous répondez, re-répondez. Donc il y a un dialogue qui s'engage. Et je me permettais de prendre la parole, si c'est possible, simplement pour dire que votre réponse, hein, la teneur de la réponse me paraissait pas très élégante dans la façon de se défausser sur l'ancienne municipalité. Attendons donc votre réponse, attendons donc le résultat du recours qui a été déposé. Et c'est vrai, mais ne cherchons pas dans ce qui s'est passé auparavant des actes que nous avons fait maintenant sur ce qui a été le point de départ dénoncé par notre collègue, c'est-à-dire l'illégalité d'une délibération, à ses yeux. Aujourd'hui, monsieur, juste un mot, il s'agit d'une DSP, il s'agit d'une DSP qui a été signée par la... Oui, non, mais vous êtes d'accord? Mais vous avez permis de critiquer des choses qui étaient auparavant et auxquelles vous avez participé. Ce n'est pas de la critique, c'est du constat. Auxquelles vous avez participé et qui ont été votées par l'opposition de l'époque, c'est tout. Oui, c'est possible. Et je trouvais ça, simplement, dans la réponse... Ok, bon. Pas très adapté, bon. Merci. Alors donc...
voulais seulement vous rappeler que dimanche prochain va se dérouler à Fontenay-le-Comte la biennale, la traditionnelle biennale. Donc c'est pour vous inviter à y participer et à inviter vos amis à y participer. Donc toutes les mesures de contrôle des accès sont prévues. Donc tout devrait très bien se dérouler. Et je remercie déjà par anticipation tous les bénévoles, qui sont très nombreux, que ce soit les bénévoles de quartier ou les bénévoles qui se sont portés volontaires pour les contrôles visuels, donc de leur action. Et puis je souhaite que d'autres personnes puissent rejoindre leur groupe et leur nombre. Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de biennale. Et puis je vous dis à bientôt. Prochain conseil municipal le 14 juin.